L'essentiel, c'est la suite. À présent, on va plus loin avec Anne Hiva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Votre dernier livre s'intitule « La haine et le déni », une alternance de chapitres avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre, si vous voulez comprendre sur le terrain, la réalité. Et voilà, si vous voulez comprendre comment est perçu l'adversaire de chaque côté, Voilà. je vous le recommande, c'est paru aux éditions Flammarion. Face à vous, Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, permettre à l'Ukraine de viser le territoire russe. Après Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'OTAN juge qu'il est temps de reconsidérer l'usage des armes envoyées à Kiev. Moscou accuse les Occidentaux d'avoir entamé un nouveau cycle d'escalade face à la Russie. Et puis la suite des manifestations contre l'offensive d'Israël à Gaza, comme ici en France, rassemblement au pied de la tour TF1, dont la chaîne d'info LCI diffuse ce soir un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et puis l'Égypte hausse le ton face à la prise de contrôle par Israël du couloir de Philadelphie au sud de la bande de Gaza. On va en parler dans un instant, c'est l'essentiel. Va-t-on voir l'Ukraine franchir de nouvelles lignes rouges, tracées jusque-là par ses alliés occidentaux? Il est question notamment de cibler le territoire russe, neutraliser les bases militaires d'où Moscou tire ses missiles, comme sur Kharkiv, où 19 civils ont péri dans la frappe d'un supermarché. Emmanuel Macron y est favorable. L'OTAN embraye à son tour, réunie à Prague en ce moment même. Alexandra Carini. En pleine offensive russe à Kharkiv, les membres de l'OTAN sont réunis à Prague. Une réunion informelle, avec au cœur des discussions un sujet clivant, l'utilisation d'armes de l'Alliance pour frapper le sol russe. Une idée à laquelle le secrétaire général Jens Stoltenberg se montre ouvert. Je pense donc que le moment est venu d'envisager la levée de certaines restrictions afin de permettre aux Ukrainiens de se défendre réellement. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression menée volontairement par Moscou contre l'Ukraine. Utiliser des missiles à longue portée de l'OTAN pour atteindre des cibles sur le sol russe, une idée reprise par la France, mise sur la table par le président Emmanuel Macron mardi dernier lors d'un déplacement à Berlin. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? On leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Mais tous les membres de l'Alliance ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parmi les plus réticents, les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne. Cette dernière se refuse toujours à fournir à l'Ukraine les missiles à longue portée Taurus, réclamés avec insistance par le président Volodymyr Zelensky. Du côté de Moscou, l'idée même de débattre de l'usage d'armes occidentales sur le sol russe provoque une colère froide. Ils encouragent l'Ukraine par tous les moyens possibles à poursuivre cette guerre insensée. Bien entendu, tout cela aura inévitablement des conséquences et sera finalement très préjudiciable aux intérêts des pays qui se sont engagés sur la voie de l'escalade. La réunion de Prague permettra aussi de préparer le sommet de l'OTAN prévu à Washington en juillet et de discuter d'une enveloppe de 100 milliards d'euros pour aider l'Ukraine sur le long terme. Anne Hiva, trouvez-vous logique, comme Emmanuel Macron, que l'Ukraine puisse répondre, voire neutraliser les frappes sur ses infrastructures, ses écoles, ses hôpitaux, y compris lorsqu'elles viennent du territoire russe? C'est ça la guerre aussi. Alors moi, mon opinion en porte peu. Ce que je peux vous dire, c'est ce que sèment les déclarations d'Emmanuel Macron en Russie. Ce qu'elles provoquent. Notamment, on l'a vu dans le sujet, quand il montre cette carte, cette fameuse carte de la Russie sur laquelle il montre les cibles militaires russes qui seraient atteintes justement si on autorisait l'Ukraine à utiliser les armements occidentaux. Et ça provoque un scandale dans tous les médias russes, les médias télé, les médias écrits, les médias sociaux. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Tout le monde est absolument choqué. Et évidemment, Vladimir Poutine en rajoute 3 couches, puisque c'est ce qu'il fait depuis le départ dans la rhétorique, c'est de dire que voilà, cette nouvelle étape va être considérée comme escalatoire et va avoir pour conséquence une réaction russe. Sauf qu'il n'y en a pas de réaction russe jusqu'à présent. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire les Russes de plus que ce qu'ils ont déjà fait, à part l'usage de l'arme nucléaire?
Donc, et les Russes le savent bien, cela. Donc, ça fait peur à tout le monde. Mais la question n'est pas réglée. La question n'est pas réglée. Les lignes rouges ont déjà sauté beaucoup depuis le départ. Et on voit qu'elles sont en train de sauter, puisque aux côtés d'Emmanuel Macron qui montrait cette carte, il y avait le chancelier Scholz, qui, lui, ne donne toujours pas ses missiles de longue portée Taurus, mais qui change déjà d'avis. On l'a bien entendu lors de cette conférence de presse, et il change déjà d'avis avec ses chars allemands. Donc il changera peut-être lui aussi d'avis. Et en fait, ça sera la réponse russe quand ils seront finalement au pied du mur. Que feront-ils concrètement? Que feront-ils? Que feront-ils les Russes, Gauthier Rybinski? D'abord, que feront les alliés? Parce que c'est vrai, on s'interroge. Emmanuel Macron a semblé partir seul. Et puis effectivement, on voit aujourd'hui Jens Stoltenberg, alors en fin de mandat, qui semble parler plutôt en son nom. Parce que pour l'instant, ce qui manque dans l'équation, on a le Royaume-Uni, la France, ce qui manque, ce sont les États-Unis quand même. Oui. Mais je ferai remarquer quand même que Jens Stoltenberg, ça fait un certain temps qu'il a ce discours qui consiste à dire, et c'est intéressant même si on n'est pas d'accord, qui consiste à dire que nous soyons en pointe ou en retrait, le discours russe fondamentalement ne change pas. Il ne change pas parce qu'il y a des présupposés aussi idéologiques très forts chez Poutine. Et si l'Occident dit on monte au créneau et on autorise l'Ukraine à se servir de ses armes, à ce moment-là, ce que dit Puskov, on est des belligérants, on est des gens qui soufflent sur les braises, ou bien on n'y va pas. Et décidément, on est bien les lavettes occidentales qui prétendent défendre des valeurs et qui ne sont pas derrière. Donc, je pense que là, il y a une forme de prise de conscience de ça, c'est-à-dire que la menace nucléaire ou la menace même de l'attaque russe sur un pays de l'OTAN, on pense aux pays baltes, par exemple, elle est toujours présente, elle est toujours latente. Alors, là où il y a quelque chose peut-être à comprendre ou à essayer de promouvoir, c'est l'idée que si vous partez du principe qui était celui au départ de la guerre, qui consiste à dire faisons tout pour que l'Ukraine ne s'effondre pas. C'est le meilleur moyen de prolonger cette guerre ad vitam aeternam. C'est-à-dire que dire à l'Ukraine, on va vous aider pour que vous ne soyez pas KO, très bien. Et de l'autre côté, on va attendre aussi que pouvons-nous attendre, si ce n'est qu'à un moment donné, il y ait, même d'une manière légère, une sorte d'ascendant pris par l'Ukraine, j'imagine, par exemple, pouvoir bouter hors du territoire ou même d'une partie du territoire du Donbass la soldatesque poutinienne. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être un moyen d'arriver à des négociations. Là, telles que sont les choses, vous n'arrivez à rien. Donc c'est peut-être ça la prise de conscience dont vous parliez tous les deux, sur l'attitude de Scholz qui a tendance à varier. Et encore une fois, je pense que Stoltenberg, lui, est très clair sur cette question depuis un certain temps. Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, notoirement, disons, favorable, en tout cas, oui, disons qu'il voit plutôt d'un bon œil la Russie, il faut bien le dire, est allé jusqu'à affirmer que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Alors, à quoi sert le soutien occidental? À ralentir seulement la Russie, à la contenir dans le Donbass et la Crimée? Aniva. En tout cas, ce débat qui a lieu aujourd'hui, il reflète justement l'état d'esprit des Occidentaux qui considèrent que l'armée ukrainienne n'y arrivera pas seule. Ça, c'est clair. Donc, évidemment, c'est à double tranchant aussi. Comment les Ukrainiens réagissent-ils au fait que nous considérions qu'ils ont besoin de nous pour y arriver, tout en n'envoyant pas tout ce que l'on pourrait envoyer pour les aider à fond? Donc, toutes nos mesures, à chaque fois, les lignes rouges sont franchies, mais on s'arrête quand même. C'est-à-dire, on ne va pas jusqu'au bout. Parce que c'est quoi le bout? Le vrai bout du bout, c'est boots on the ground, comme a dit Biden dès le départ, donc des bottes sur le terrain. Et il a dit, Biden, le président américain, nous n'en verrons pas les boots on the ground. Ça, c'est vraiment... Il l'a dit très tôt dans le conflit. Il l'a dit quasiment il y a plus de 2 ans. Avant même l'invasion russe. Alors aujourd'hui, oui, il l'avait dit avant l'invasion, etc. Ça avait été considéré comme un feu vert donné à Poutine. Absolument. Oui. Et il l'a répété ensuite. Mais, et donc aujourd'hui, en fait, tout ce que les Occidentaux font peut apparaître comme une espèce de supplétif. Comme ils ne veulent pas y aller véritablement, que peuvent-ils faire d'autre? Eh bien voilà, ils trouvent des mesures, des mesurettes de la rhétorique. Et Vladimir Poutine, de l'autre côté, il en joue. Parce que Gauthier a raison, quand il a parlé, Vladimir Poutine, hier ou avant-hier, une fois de plus, il a répété, en se dandinant un peu, quand il se tient debout, c'est comme ça qu'il aime faire, en disant, voilà, il y a quand même des petits pays
bien peuplés, densément peuplés, sous-entendu que nous pourrions cibler, et sous-entendu qui sont ces petits pays qu'il n'a pas notés, ce sont bien évidemment les pays baltes. Ce sont les pays baltes. Donc pour le moment, on en est là. Parce que l'escalatoire, ça serait effectivement... ce que les Russes n'ont pas fait, ça serait, que je l'entends dire en Russie, tirer sur, par exemple, les cibles gouvernementales en Ukraine, à Kiev. Ils ne l'ont pas fait, ça. Ils ne l'ont pas fait. Or, à côté de ces ensembles de bâtiments gouvernementaux à Kiev, vous avez toutes les ambassades des pays occidentaux, ce qui est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles la Russie ne le fait pas. Pour le moment, on en est là. Et la ligne de chemin de fer, le train qui achemine, qui est le seul moyen aujourd'hui pour les personnalités extérieures de se rendre en Ukraine. À Kiev. Bien sûr. Absolument. En tout cas, ce que vous qualifiez même de mesurette, c'est-à-dire frapper peut-être le territoire russe, Marine Le Pen, déjà, y est opposée fermement. Pour elle, Emmanuel Macron cherche à faire entrer ni plus ni moins la France en guerre. Écoutez. Je finis par conclure qu'Emmanuel Macron veut que la France entre de plein pied dans la guerre avec la Russie. C'est une demande ukrainienne. J'y suis opposé. Je considère que c'est créer un danger absolument faramineux sur la sécurité de nos compatriotes. Ce sont des mécaniques d'entrée en guerre mondiale. Et je suis désolé de vous le dire extrêmement fermement, je suis opposé à tout ce qui peut créer le risque d'un conflit mondial où la France serait en plus en première ligne. Gauthier, les Français, ce qu'on appelle communément l'opinion publique, est sensible à cet argument de Marine Le Pen, le risque encouru. Oui, parce qu'il y a parmi les Français des options qui ne sont pas nouvelles, qui sont globalement capitulardes, comme on peut dire. Non, vous voyez, vous parliez de Thierry Mariani tout à l'heure, comme de Marine Le Pen. Ce sont des souverainistes de pacotille. Parce que, précisément, la souveraineté d'un pays comme la France, elle est en cause si les choses devaient... aller dans le sens de la Russie. C'est ce que dit Emmanuel Macron à l'appui de son argument aujourd'hui. Oui. Et de l'envoi éventuel de troupes au sol, qui n'exclut pas. Bien sûr, mais même sans aller dans le sens précis d'Emmanuel Macron, il est contradictoire de prétendre vouloir défendre la souveraineté de la France et de dire « nous ne voulons pas d'une mécanique qui entre dans la Troisième Guerre mondiale ». Très bien, mais cette guerre mondiale, bon sang de bonsoir, qui y a au départ, qui prend le risque, effectivement. Alors peut-être qu'au début, Poutine se disait « ils ne vont pas réagir ». Mais enfin, vous ne pouvez pas à la fois prétendre défendre la souveraineté de votre pays et dire « écoutez, non, s'il y a une guerre, nous ne sommes pas là ». C'est ce qu'on appelle ça très précisément du conformisme. C'est ce qu'a dit Mariani. Il dit « l'Ukraine ne peut pas gagner, donc arrêtons ». Ben oui, s'il y a des autres gens dans l'histoire de France qui avaient dit « de toute manière, on ne peut pas gagner, arrêtons ». C'est pour ça que j'utilisais le mot capitular, pas simplement de manière provocante ou provocatrice, c'est qu'il est dans le verbiage de ces gens-là. Le Rassemblement national, Aniva a dit en substance, ce n'est pas notre guerre, jusqu'où nous conduit notre soutien à l'Ukraine dans la confrontation face aux Russes, d'après vous? Au risque d'une confrontation directe avec Moscou, il faut en accepter l'augure, ou bien, comme vous le disiez, bon, il y a des menaces, mais finalement, pour l'instant, une guerre seulement asymétrique? Non, mais le Rassemblement national et Marine Le Pen fait de la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Non. Mais en revanche, vous connaissez bien la Russie. Oui, mais si vous voulez, tout ce que dit Marine Le Pen, elle a des motivations politiques, bien évidemment. C'est pas basé sur des motivations électorales. C'est idéologique, bien évidemment. Tandis que moi, ce que j'essaye de transmettre à tout le monde, c'est basé sur, effectivement, l'observation des faits. De quel moyen peut recourir la Russie? On parle de guerre hybride. Non, mais la Russie mène une guerre hybride. Le concept même de guerre hybride est inscrit dans la nouvelle doctrine militaire russe qui date déjà depuis plus de 10 ans. Donc nous nous réveillons aujourd'hui en constatant les conséquences de cette guerre hybride et les possibilités du fait qu'elle arrive jusqu'à nous. Mais elle est déjà jusqu'à nous, cette guerre hybride. Donc il est grand temps que nous réagissions de différentes façons, que nous nous réveillions avec davantage de budget militaire, avec effectivement... En ce qui concerne les opinions publiques, moi je dis bon courage. Bon courage à nos politiques, bon courage à nos militaires pour essayer de faire comprendre, parce que moi ça je le sais, j'écris sur la guerre depuis plus de 20 ans, essayer de faire comprendre, de faire réaliser à ceux qui ne vivent pas la guerre ce que c'est la guerre, c'est pas facile. Et de toute façon, au départ, personne ne veut la guerre. Ça, c'est pas être du RN que de dire qu'on ne veut pas la guerre. Personne ne veut la guerre. En revanche, ce qu'il faudrait que quelqu'un fasse, qu'on se mette d'accord, en tout cas en Europe, c'est comment nous réagissons face à une guerre qui est à nos portes. Et nous avons
tous des moyens différents et des raisons différentes, des façons différentes de réagir. Bien évidemment, la Pologne et les pays baltes, vu leur historique et leur relation avec la Russie, ne peuvent pas avoir la même façon de voir les choses que nous, en France, en Italie ou en Espagne. C'est là qu'on voit que la construction européenne, qui est une magnifique construction, elle demande un travail sans cesse d'explication, de pédagogie. Je ne suis pas sûre qu'il soit fait. Je pense qu'il manque. En tout cas, cette guerre nous fait nous rendre compte de cela. Elle nous réunit aussi avec l'OTAN, elle nous réunit. Et en même temps, elle nous montre nos dissensions. Un mot, Gauthier. Oui. La dynamique dont semble bénéficier, en tout cas si on en croit les sondages des partis nationalistes à travers l'Europe, va pas forcément simplifier la recherche justement d'un front uni. Tout à fait, d'autant qu'en plus, là je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Anne, il y a les agendas politiques des uns et des autres. Mais il y a quand même quelque chose qui crie comme la vérité dans les déclarations de Marine Le Pen et d'autres en Europe, c'est quand il dit ce n'est pas notre guerre. Ça serait quoi notre guerre alors ? Ça serait quoi notre guerre ? Oui, ça c'est inaudible. C'est inaudible, ce n'est pas notre guerre. Alors, cela dit, Éric Zemmour en a payé le prix à la présidentielle. Preuve quand même que les Français comprennent que c'est notre guerre. Je ne suis pas sûr que ça soit ça dont il ait payé le prix, mais bon... Quelle serait, de quoi aurait l'air une guerre qui, là, nous obligerait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit notre guerre, en fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit... Et ça, on voit bien aussi qu'il y a, la proximité idéologique, elle existe avec Vladimir Poutine. Et c'est pas moi qui l'invente, ce sont les théoriciens qui travaillent avec Poutine qui disent nous n'avons pas besoin d'envahir l'Europe. Il suffit pour nous de dégager un certain nombre de gouvernements qui nous seront favorables et à ce moment-là, nous aurons la main. Ou d'aider un parti politique à se financer, comme le RN, qui en a eu besoin d'argent, qui a remboursé sa dette, mais qui, depuis, a quand même un lien supplémentaire avec, évidemment, Moscou. Israël, de son côté, poursuit sa guerre à Gaza, imperturbable malgré les condamnations internationales et les appels à la reconnaissance d'un État palestinien. Dernière en date, en provenance de Pékin, la Chine, qui accueille en sommet les États arabes, vient de rappeler son attachement à la solution à deux États. Écoutez. La Chine soutient fermement la création d'un État palestinien indépendant, jouissant d'une pleine souveraineté sur la base des frontières établies en 1967 et ayant pour capitale Jérusalem-Est. Elle soutient l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies, ainsi qu'une conférence de paix internationale élargie, faisant autorité et efficace. Alors ça, c'était pour le décorum et le rappel aussi de la position chinoise. Lui aussi présent à Pékin, le maréchal Al-Sisi a réagi alors qu'Israël est aux portes de l'Égypte, maîtrisant désormais le point de passage de Rafah. Écoutez. J'appelle toutes les parties concernées de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités morales et juridiques en mettant fin à la cruelle guerre israélienne, et j'appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leurs terres par la force. Voilà, on part au Caire, rejoindre Édouard Dropsy, le correspondant de France 24 sur place. Le maréchal Al-Sisi l'a dit en fait à la fin de ce qu'on vient d'entendre, et c'est peut-être central en réalité, il craint surtout un afflux de réfugiés palestiniens dans le Sinaï. Bonsoir. Oui, alors il craint un afflux de Palestiniens dans le Sinaï, et ce qu'il a dit là, finalement, il ne fait que répéter ce qu'il dit depuis le début de cette guerre, à savoir un cessez-le-feu immédiat, aider l'aide humanitaire à arriver, et surtout éviter un déplacement des populations palestiniennes, gazaouis, ici on appelle ça un transfert, vers le Sinaï. Cela pour plusieurs raisons. La première, totalement assumée, Abdel Fattah al-Sisi estime que si ces Gazaouis sont transférés vers le Sinaï, eh bien cela tuerait l'idée même de résistance palestinien et d'État palestinien. Et depuis le début, et les accords de Camp David, l'Égypte est pour une solution à deux États. La deuxième raison, qui se dit moins, mais qui est bel et bien réelle, c'est que de toute façon, l'Égypte ne peut pas se permettre de recevoir 2 millions de Gazaouis en Égypte, et qui plus est dans le Nord Sinaï, qui est une zone totalement militarisée. Nous-mêmes, les journalistes, on n'a pas le droit d'y aller. Donc pour l'Égypte, il est hors de question que ces Gazaouis
se retrouvent en Égypte. Aujourd'hui, on comptabilise environ 100 000 Gazaouis qui ont réussi à franchir la frontière, mais plus, ça paraît totalement impensable pour l'Égypte. Merci Édouard Drosy en direct du Caire pour France 24. Alors il y a une donnée aussi importante, c'est qu'Israël annonce avoir pris le contrôle du couloir de Philadelphie pour, dit-elle, y neutraliser les tunnels du Hamas. Problème, Anniva, c'est à l'Égypte d'en assurer en théorie le contrôle depuis le retrait israélien de Gaza en 2005. C'est-à-dire, ça souligne en fait ce que dit Israël, peut-être des lacunes dans le contrôle égyptien et aussi la faiblesse relative de l'Égypte aujourd'hui dans cette région. Ça, vous savez, personne ne le sait parce que personne n'est sur le terrain. Et là aussi, tout est extrêmement politisé. Le fait est qu'il y a une guerre et qu'Israël veut aller jusqu'au bout et que ça passe, selon Tsahal, par la reprise en main de ce fameux corridor de Philadelphie. Donc c'est la première fois, finalement, depuis 2005, qu'il y a un contact direct, là, aujourd'hui, entre Tsahal et les forces de l'ordre, l'armée égyptienne. Puisque jusqu'à 2005, c'était évidemment Israël qui avait le contrôle de ce corridor. Les forces israéliennes sont parties en 2005. Elles ont passé le contrôle aux forces égyptiennes. Et depuis, vous avez raison, c'était les forces égyptiennes. Donc, et comme nous ne savons pas toujours quels sont les buts de guerre finaux de Tsahal, on ne peut que assister les bras ballants à ce qui se passe. Et je vous rappelle, mais donc ça quand même, ça envenime. On n'avait pas besoin de ça. Les relations entre Égypte et Israël. Il y a eu un soldat tué égyptien en début de semaine. Voilà. Donc, et pourtant, l'Égypte fait partie des négociations en cours, indirectes, entre Israël et le Hamas. Et il y a quand même le traité de paix, le premier traité de paix qui a été signé entre un pays arabe et Israël en jeu, puisque et ça c'est quelque chose c'était important. Mais pour le moment, l'Égypte n'a pas réagi. Pour le moment, l'Égypte minimise. Premier, même si elle appelle à mettre fin. Même si elle appelle à mettre fin, elle minimise sur cet incident-là, mais elle appelle à mettre un terme à cette offensive israélienne. Gauthier Rybinski, premier pays arabe, effectivement, à reconnaître Israël à l'issue de l'accord de Camp David de 1978. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui ? Il y a un vrai risque pour Israël ? On est dans un théâtre d'ombre où finalement chacun doit jouer son rôle. Non, il y a un vrai risque, mais parce que aussi l'Égypte est au milieu d'un certain nombre de contraintes. Première contrainte, c'est aussi le fait que parmi les réfugiés de Gaza, ce que redoute Al-Sisi, c'est la présence de militants du Hamas, donc de frères musulmans. C'est la bête noire absolue. La deuxième contrainte, c'est de dire si on déplaît trop aux Américains, les fonds colossaux que les Américains allouent à l'Égypte chaque année, et notamment à l'armée, qui est plus que vous savez une force militaire, mais une force économique en Égypte. Bon, là aussi, ça peut risquer. Il y a évidemment la question du traité de paix. Vous vous souvenez que ce qu'on a dit peu de temps après le 7 octobre, on a dit que l'Égypte aurait averti Israël de quelque chose de grave et qu'Israël n'en aurait pas tenu compte. C'est pas impossible, mais ça prouve que par ailleurs, la question des tunnels, quand vous regardez la géographie notamment du corridor de Philadelphie, il n'est pas possible que certains tunnels aient été creusés en la faveur du Hamas, donc pour convoyer des armes, sans que l'Égypte ait vu quelque chose. Donc vous voyez, c'est ça pour l'Égypte, c'est être au milieu de données qui sont parfois contradictoires et de faire comme si tout cela était, dernier point, la rue arabe. Par exemple, en Égypte, il y a très peu d'Égyptiens qui défendent justement l'accord de Camp David. Au niveau du pouvoir, c'est censé être quelque chose d'important. Dans la rue, c'est plutôt l'inverse. Et oui, et c'est donc une donnée essentielle, peut-être le principal acquis entre Israël et l'Égypte qui est en jeu aujourd'hui, la confiance. Merci d'avoir été avec nous, Anniva. Ravi de vous avoir revu pour On va plus loin. Merci également à vous, Gauthier Rybinski. On se retrouve dans 4 minutes dans l'essentiel. Événement. 6 juin 1944.